Bonsoir à tous. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez aussi nombreux ce soir. Donc je vous remercie pour votre présence. La première question que je vous pose, c'est combien de data scientists se trouvent dans la salle, parce que la présentation est plutôt un peu technique et je me demandais si je dois adapter ma prestation. D'accord. Donc merci également à Comet de m'avoir fait confiance pour cette présentation. Je vais essentiellement vous parler aujourd'hui de mon expérience en tant que data scientist. Je porte officiellement ce titre depuis 2014, donc depuis un peu plus de 3 ans, 4 ans aujourd'hui, pour être allé aux États-Unis suivre un bootcamp de 4 mois sur le sujet chez Métis. Et puis j'ai enchaîné des missions en tant que data scientist dans le domaine du machine learning auprès de grands comptes. Et c'est comme ça que je suis monté graduellement en compétence sur le sujet. Donc je suis un praticien essentiellement. Je surfe sur les nouveautés et j'essaye de les appliquer chez les clients qui veulent bien me faire confiance. Premier grand compte auquel j'ai eu accès, donc c'était ArcelorMittal. C'était pour aider les vendeurs à prendre leurs décisions pour vendre les excédents de production sur une plateforme de marché où des acheteurs venaient enchérir sur cet excédent de production. Et donc il fallait les aider à décider s'ils acceptent l'offre cette semaine ou peut-être il y aura une offre meilleure la semaine d'après. C'était l'époque où l'algorithme XGB sortait, donc il était propulsé par un Kaggle porté par Caterpillar, et c'était l'occasion effectivement de tester ce genre d'algorithme sur des données qui se prêtaient plutôt, donc qui étaient de type série temporelle, et où donc j'ai pu challenger des statisticiens qui juraient jusqu'à présent avec des modèles de type ARIMA pour traiter ce genre de données. J'ai également travaillé chez Carrefour sur des problématiques de reinforcement learning, essentiellement pour fixer les prix des articles en ligne au jour le jour. J'ai appliqué l'algorithme multi-arm bandit sur les données e-commerce. Et donc, depuis 6 mois, je suis avec LVMH sur un cas que je vais détailler dans ce qui suit. Donc, le challenge que LVMH m'a proposé, c'est d'utiliser des données CRM offline. Donc, ce sont les données qu'on collecte dans les boutiques quand on rentre dans les magasins pour acheter des produits. Dans les magasins essentiellement des marques de luxe. Et quand on achète un produit, on vous pose quelques questions sur votre nom, votre adresse, et on associe ça à des données de type ticket de caisse, de type produit, de type boutique, de type donc l'assistant commercial qui a organisé la vente. Donc ce sont ces données-là que je devais traiter avec un objectif, c'est de pouvoir identifier qui sont les prochains clients qui vont venir en boutique dans les prochaines semaines et quel est le montant qu'ils vont dépenser dans les boutiques dans les prochaines semaines. C'est un sujet qui avait été benchmarké déjà auparavant donc, au sein de LVMH par quelques prestataires. Donc on savait plus ou moins à quoi s'en tenir en termes de performance sur cet algorithme. Et c'est de cette manière-là que j'ai décidé en fait d'utiliser l'algorithme XGB afin donc de répondre aux problématiques qui m'étaient posées. La première chose que j'ai faite, j'ai transformé les données en créant des instances clients qui
illustrer en fait l'interaction du client avec son environnement sur différentes fenêtres temporelles que je vais détailler par la suite et injecter ça donc dans l'algorithme. Pour les quelques variables catégoriques qui existaient, ils ont été encodés et projetés sur 3 à 6 axes différents. Et donc on a fait tourner l'algorithme pour faire de la classification et identifier donc les top clients qui avaient une probabilité d'apparaître dans un magasin à plus de 75%, une autre catégorie de clients qui avaient une probabilité d'apparaître dans un magasin à plus de 50%, et estimer le montant qu'ils allaient dépenser dans le magasin. Donc pour rentrer dans le détail du feature engineering, ce qui a été fait, donc on a pour chaque client et pour différentes dates d'observation, généré des fenêtres ouvertes, des fenêtres d'observation, et calculer des agrégats dans ces fenêtres d'observation, sans pour autant que les fenêtres d'observation soient distinctes ou séparées l'une de l'autre. Il n'était pas gênant, effectivement, que des fenêtres soient superposées. Donc, la manière dont ces fenêtres d'observation ont été ouvertes était assez aléatoire, et ça s'apprêtait à peu près à des séries temporelles avec des séquences plus ou moins larges dans le temps. Ils étaient moins larges quand on était proche de la date d'observation et plus larges quand on s'éloignait de la date d'observation. Je me permets de poser une question. Est-ce que vous avez besoin éventuellement de plus de détails pour essayer de comprendre cet aspect-là? Pas de questions? Et en fait, c'est ce qui a permis de générer une performance qui était super. Oui, pardon. Pourquoi se focaliser sur ces fenêtres d'observation-là spécifiquement pour récupérer Alors, la logique qui est derrière ces fenêtres d'observation, c'est d'étudier le comportement et l'interaction du client avec son environnement. Donc, dans chaque fenêtre d'observation, on calculait un agrégat qui était relatif éventuellement au nombre de visites effectuées durant cette fenêtre-là, au montant dépensé durant cette fenêtre-là, au nombre à la quantité, par exemple, achetée d'une catégorie donnée, d'une sous-catégorie donnée, d'une famille de produits donnés dans cette fenêtre-là. Donc ça permettait, à travers ces fenêtres d'observation, de qualifier l'interaction du client avec son environnement. Et donc, effectivement, les résultats qui étaient donnés par cet algorithme étaient assez bons par rapport à ce qu'on avait déjà expérimenté sur d'autres terrains. Et donc, très rapidement, on l'a déployé en bêta-test dans plusieurs boutiques afin de tester son efficacité. Et c'est le cas aujourd'hui. L'algorithme est en cours d'évaluation. Oui, pardon. Comment est fait le split sur la validation par rapport au système? Alors, l'entraînement se fait sur les données du passé, la prédiction se fait sur les données de l'avenir. Et donc, sur les aspects validation, on a travaillé plutôt sur un backtest, c'est-à-dire on a essayé d'exécuter l'algorithme sur différentes fenêtres temporelles dans le passé et d'essayer de valider cette information avec ce qui s'est produit réellement par la suite. Donc on est toujours sur un split entre le passé et le futur. Oui. Est-ce que vous avez intégré une saisonnalité
Oui. Donc cette saisonnalité, justement, elle était intégrée à travers le choix de ces dates d'observation. Pour un client donné, on avait la possibilité de générer ce type de série temporelle à n'importe quelle date. Et donc, on pouvait générer autant d'instances et clients, en réalité, qu'il y a de jours dans l'année. Et le choix de ces dates d'observation a été fait de manière à se caler avec des saisonnalités et justement des tendances qui pouvaient se répéter plusieurs fois dans l'année ou plusieurs fois dans un cycle d'achat. Il y avait une autre question, oui. Vous avez évoqué qu'il y a eu d'autres algos qui avaient été testés. Est-ce que vous savez quel genre d'algos ont été mis en place avant le... Alors, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, d'autant plus que je ne suis pas rentré dans le détail de ces algorithmes. En tout cas, il y en avait au moins 4 ou 5 qui étaient testés sur ce genre de données, effectivement. Juste pour comprendre un peu les chiffres, on est, par exemple, pour une marque donnée, sur à peu près 5 millions de clients référencés. Sur ces 5 millions de clients référencés, il y a 2 à 3% qui font une apparition dans une boutique dans un mois donné. Donc on est plutôt sur des chiffres assez faibles. Sur ces 2 à 3% qui font des apparitions dans une boutique, il y a une majorité qui dépense entre 0 et 1 000 euros. Et après, une minorité qui dépense au-delà de 1 000 euros. Et c'est justement, ce sont ces clients-là qui nous intéressent. Ce sont les clients qui vont dépenser de l'argent. Et ce sont ces clients qu'on veut préparer leur arrivée en magasin. En plus, on ne s'intéresse pas aux clients où il est évident, enfin, qui sont là toutes les semaines dans les boutiques, parce que on n'a pas besoin d'un algorithme pour prédire leur arrivée la semaine d'après. Donc on est vraiment, on s'est concentré sur une catégorie de clients qui apparaissent dans les boutiques 1, 2, 3 fois par an maximum, et donc qui ont un pattern d'achat entre 1 000 et 10 000 euros, je dirais, durant leur visite dans une boutique. Donc c'est vraiment ce genre de problématique qu'on essaie de résoudre à travers notre démarche. Est-ce que vous avez accès à leur profil, c'est-à-dire CSP Plus ou touriste Non, justement, ce genre de données n'était pas accessible et ça faisait partie des difficultés du problème. Donc les seules données qui étaient accessibles, c'est les données transactionnelles. La seule partie qu'on gardait sur le client, c'était sa nationalité et son lieu de résidence éventuellement. Et rien qui puisse identifier de près ou de loin le client. Oui. J'ai une question. Est-ce que vous avez croisé avec des features par exemple de la météo? On sait que les achats des gens, c'est quand même vachement tributaire de la météo. Et typiquement, si dans les 3 prochains mois, je sais pas, on a un X jour de pluie qui est complètement, qui a beaucoup plus de pluie que dans le training set, ce serait sensiblement justement les ventes ressenties. Alors, on est sur des produits de luxe. En fait, les patterns d'achat sur des produits de luxe, c'est vraiment très spécifique. Quand une personne entre dans un magasin comme par exemple Berluti ou Dior ou Givenchy pour acheter un produit de luxe, il est essentiellement intéressé par le designer qui a créé le produit et c'est un peu son incitation en fait. Il y a une question d'humeur d'achat en fait. C'est n'importe quel client, on a tous une humeur, un mood qui fait qu'on est plus enclin à dépenser beaucoup d'argent dans un produit. Et il semblerait que ce soit vachement correct de la question, est-ce que vous utilisez une feature qui représente La météo ne fait pas partie en fait. Il y avait une étude qui avait été faite et la météo ne fait pas partie des éléments influençants. Par contre, ce que je peux peut-être dire, c'est que acheter un produit de luxe se fait de manière assez originale. En fait, on remarque que les gens, quand ils décident de faire un achat, ils reviennent en boutique plusieurs fois
durant la semaine, ils prennent un produit, ils le rendent, ils prennent un autre, ils le rendent, et finalement l'acte d'achat s'accomplit au bout de 3, 4, 5 visites successives dans un laps de temps assez court. Voilà, donc c'était un peu l'objectif de la mission que j'ai démarré avec Comet, et qu'il fallait aboutir à un résultat assez vite. Donc on n'avait pas le temps d'aller chercher d'autres données éventuellement. Et la question qui se posait naturellement par la suite, c'est comment on peut augmenter la performance de l'algorithme, notamment sur l'aspect estimation du montant dépensé par le client à chaque fois. Encore une fois, on est sur un pattern d'achat très précis, et on s'intéresse à ces gens-là qui ont dépensé plus que 1 000 euros, et on veut connaître exactement le palier de dépenses. Parce que préparer l'arrivée d'une personne qui dépense entre 1 000 et 2 000 euros n'est pas la même chose que préparer l'arrivée d'une personne qui dépense entre 7 000 et 8 000 euros. Et pour upseller une personne effectivement qui va dépenser 7 000 à 8 000 euros, on ne le fait pas de la même manière qu'une personne qui dépense 1 000 à 2 000 euros. Donc il était nécessaire de faire mieux que XGBoost. Et c'était un peu le contenu de la suite de la mission, telle qu'elle s'est déclinée sur les derniers mois. Alors jusqu'à présent, on n'avait pas testé du deep learning sur la donnée, mais on comprend très bien que la manière dont on a préparé la donnée se prêtait bien à des réseaux de neurones récurrents, puisque à travers ces time series qu'on a construits, on pouvait naturellement les injecter dans des réseaux de neurones récurrents. Et puis, en faisant des architectures diverses et variées, on pouvait justement essayer de voir ce que ça donnait. Mais la déception, elle était très rapide, parce qu'on n'arrivait pas à battre la performance de XGB. Et il y a une raison pour ça. Donc, hormis le fait que la distribution de cibles est un peu spéciale, et celle que j'ai décrite, donc avec un pic assez élevé en dessous de 1 000 euros, et puis un affaissement au-delà de 1 000 euros, et un évanouissement vers les 10 000. Il y a le fait que quand on essaye d'approximer avec la méthode des moindres carrés, donc de faire une régression avec la méthode des moindres carrés dans un réseau de neurones, en fait, on est en train d'approximer la moyenne conditionnelle des cibles qui sont possibles. Donc, cela marche quand on a une distribution assez homogène, mais quand on a une distribution telle que celle que vous voyez à droite, où plusieurs solutions sont possibles, on comprend très bien que la moyenne des solutions possibles n'est pas une solution acceptable. Donc, cela, une petite démonstration mathématique pour prouver ce que je dis. Donc, la perte qui s'exprime comme étant la somme des carrés des erreurs. P, c'est la probabilité, c'est la densité de probabilité. Donc, l'estimation de la perte au point X, c'est l'intégrale des pertes par la probabilité suivant tous les Y. Donc, en remplaçant la perte par son équation. Et comme on cherche à minimiser ça, donc la dérivée par rapport à Y doit être égale à 0. Ça nous donne, au final, comme en plus la dérivée seconde c'est positif, la dérivée seconde c'est 2,
Donc ça nous donne, pour le minimum qui est donc la moyenne conditionnelle, ça nous donne l'élément qu'on est en train de rechercher. Et donc la seule manière de résoudre un problème comme ça, c'est justement de modéliser la distribution de probabilité de manière globale. Et c'est un peu l'objectif qu'on s'est défini par la suite. Donc c'est de prédire la densité de probabilité et de générer un facteur de confiance qui est associé à chaque prédiction, qui va permettre de rassurer en fait l'agent commercial qui est en face d'une prédiction et qui doit se tenir à une vérité. Donc pour cela, on va utiliser la mixture, un réseau de mixture de densité. Le choix qui a été fait, donc c'est un choix, c'est une combinaison linéaire de noyaux. Les noyaux, dans un premier temps, ont été choisis comme des gaussiennes. Et le problème a été simplifié en considérant que les composants de cette gaussienne sont indépendants l'un de l'autre. Et donc, on peut utiliser la même variance pour ça. Et ça se traduit par le réseau de neurones suivant. Donc, on remplace la dernière couche, qui auparavant était un simple neurone avec une activation soit linéaire, soit sigmoïde, par une couche qui contient une série de neurones, avec chaque série, donc le premier neurone de chaque série étant le coefficient qui est propre à chaque noyau, donc la contribution de chaque noyau. Le deuxième neurone, donc c'est la moyenne de la gaussienne, et le troisième neurone, c'est la variance. Avec une contrainte au niveau des activations, c'est que la somme des alpha doit être égale à 1, mais ça on sait le faire avec une activation de type softmax. Sigma, donc la variance doit exprimer une amplitude, et donc l'activation est une exponentielle, et donc la moyenne est une activation tout simplement linéaire. Alors, pour qu'un réseau de neurones puisse être entraîné, il faut définir donc une fonction perte. Et la méthode qui a été utilisée, c'est le maximum likelihood estimation. Donc, dans ce cadre-là, il faut maximiser le likelihood, donc maximiser le log likelihood, donc minimiser le moins log likelihood. Et le moins log likelihood s'exprime en remplaçant les noyaux par la gaussienne de cette manière-là. Donc c'est un moins log d'une somme d'exponentielle. Et donc pour faire une prédiction dans un réseau comme ça, il y a plusieurs façons de le faire. Soit on se tient à la combinaison des moyennes qui sont générées par les neurones adéquats. Soit on choisit un des neurones, celui dont la probabilité alpha est le maximum et la variance est le minimum. Soit tout simplement on fait un échantillonnage dans cette distribution. Alors jusque-là, tout va bien, on a bien défini notre réseau de neurones. Le seul problème, c'est qu'un réseau de cette nature, il n'y a aucune chance qu'il soit entraîné facilement parce qu'il est plein de logs et d'exponentiels. Et à 99% de chance, dès le premier batch,
on a des nanes qui apparaissent, et donc l'apprentissage échoue à ce stade. Et donc il faut optimiser, et c'est là où commence le vrai travail, pour savoir en fait comment optimiser les calculs afin que ces nanes n'apparaissent pas durant la phase d'apprentissage. Et donc, première chose qu'on fait, c'est ce qu'on appelle le log-sum-exp trick, donc qui consiste à calculer de manière différenciée le log de la somme d'une exponentielle, justement en utilisant le maximum de la valeur x, en le déduisant des autres valeurs, et de faire une exponentielle justement sur des valeurs qui sont affaiblies. Et ça revient au même. Donc l'autre astuce qui a été appliquée, c'est l'activation CELU au niveau des différentes couches, qui a une fonction normalisante, auto-normalisante. Et surtout, et c'est ça qui a marché le plus, c'est de préparer le réseau en travaillant donc justement les paramètres de ce réseau à travers une première phase d'apprentissage. Et cette première phase d'apprentissage consiste à entraîner le réseau dans un premier temps sans la dernière couche qui est la mixture de densité, mais avec tout simplement une sigmoïde qui va prédire si un client va venir ou pas dans une boutique. Donc, une fois l'entraînement a été fait de cette manière-là, on enlève ce neurone, on le remplace par la mixture, et on va figer les premières couches, y compris la partie embedding, donc sur les features catégoriques, qui sont censées avoir appris la capacité du client à venir en magasin. Et à partir de là, on poursuit l'entraînement, et effectivement, le miracle est apparu grâce à ça, essentiellement, c'est qu'on n'a plus de nanes qui apparaissent. En fait, un nane apparaît à partir du moment où il y a un coefficient qui est supérieur à 10 000, puisque l'exponentielle de 10 000, c'est tout de suite quelque chose qu'on ne sait pas gérer. Ça apparaît également dès qu'il y a des éléments négatifs, et le log des éléments négatifs également, on ne sait pas le gérer non plus. Alors, à partir de là, on pouvait commencer donc à la phase d'optimisation des paramètres. Et on voyait quand même que pour certains paramètres, on plantait l'apprentissage quand même. Et donc l'autre astuce qui a été utilisée, c'est au lieu d'avoir recours à des gaussiennes, on a utilisé des laplaciennes. Ce qu'on gagne à travers ça, c'est qu'au lieu de calculer une variance au carré, dans ce cas-là, on n'a plus le carré, donc on gagne ça. Et c'est déjà un bon gain. Et là, on n'a toujours pas la performance attendue, c'est-à-dire XGB était toujours plus performant. Donc il fallait faire autre chose. Et c'est là donc qu'on a commencé d'autres techniques qui consistent à faire du adversarial training. Donc le titre a disparu, mais en gros, la technique consiste à faire 2 passes durant l'entraînement. Donc une première passe pour générer l'erreur. Après, on va utiliser cette erreur pour générer un point fictif qui est avoisinant du point initial. On va générer l'erreur pour ce point fictif et on va utiliser une combinaison de l'erreur initiale et de l'erreur produite pour le point fictif
pour essayer de faire la rétropropagation. Et donc c'est grâce à cette technique-là qu'on a finalement réussi à obtenir une performance qui est supérieure à XGB. La performance telle qu'elle a été mesurée, c'était par la capacité à faire des prédictions qui sont correctes dans les différents paliers de 1000 € qu'on est en train de cibler. C'est-à-dire que si on prédit que quelque chose est entre 1000 et 2000 €, ben si la prédiction est entre 1000 et 2000 €, c'est que c'est bon. Et l'autre chose, effectivement, qui a permis d'aller au-delà de nos espérances, c'est de commencer à faire du ensembling avec ces réseaux-là, c'est-à-dire faire tourner l'algorithme plusieurs fois sur des sous-parties de notre dataset, de générer une prédiction, et après de moyenner les prédictions grâce donc à cette formule que vous voyez en bas de ce slide. Donc ça résume un peu les travaux que j'ai conduits durant les 2 derniers mois. Le mieux maintenant, c'est peut-être de répondre à vos questions pour essayer de clarifier certains points qui n'étaient pas suffisamment clairs dans la présentation. Et je vous remercie pour votre attention.